Bonjour et bon après-midi à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour en savoir plus sur notre stratégie quinquennale et tout particulièrement le domaine d'intervention, soins plus proches du milieu de vie et sécurité des transitions. Un rappel, toutes les sessions sont ouvertes avec interprétation. Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner la langue de votre choix à partir du bouton Interprétation de votre menu Zoom. Bon, je me présente, je m'appelle Carole Fancott et je suis directrice de l'engagement des patients et des partenariats ici à Excellence en santé Canada et je suis aujourd'hui à Toronto sur le traité 13, les terres traditionnelles des peuples Mississauga, Crédit, Anishinaabe, Haudenosaunee et Venda. Et je reconnais le privilège que j'ai de vivre et de travailler sur ces terres. Je suis accompagnée aujourd'hui d'Aggie Black. Elle est directrice des services de santé et de la recherche clinique et de l'application des connaissances au Providence Health Center à Vancouver, en Colombie-Britannique. Elle est infirmière agréée et elle a été l'une des chefs d'équipe de l'initiative Bridge to Home à Providence. Je suis aussi accompagnée de Madame Christine Walsworth, une patiente et partenaire familiale qui a travaillé avec Aggie et son équipe pour améliorer et mettre en œuvre des transitions axées sur le patient. Christine a été liée au travail d'excellence en santé par le développement de stratégies en tant que réviseur des équipes de sciences de la mise en œuvre liée à notre programme. Dans les 20 minutes qui nous restent, peut-être même un peu plus, je voudrais vous parler brièvement de certaines idées et du travail que nous avons mis en place en matière de soins plus près du milieu de vie. Nous écouterons aussi le point de vue d'Agui et Christine qui nous vous parleront de ce qu'elles font avec nous. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est d'ouvrir un dialogue dans le clavardage pour en savoir plus sur nous, sur vous plutôt, et sur votre point de vue de ce que c'est que des soins plus proches du domicile. Vous savez que cette idée de soins plus proches du domicile et transition sûre n'est pas nouvelle. Nous savons maintenant que, vu la pandémie, on a vu des soins à domicile de nouvelles manières, avec des soins virtuels. Et cette adoption rapide de ces soins virtuels s'est produite à une vitesse que personne n'aurait imaginée. Et nous apprenons encore sur la façon dont les soins virtuels peuvent être efficaces, dans les cas où ils n'ont pas été, comment peuvent-ils être équitables, culturellement sûrs et surtout axés sur le patient. À cette fin, nous avons décidé de nous associer à InfoRoute Santé du Canada pour faire progresser la gestion du changement en matière de soins virtuels. Dans le cadre des initiatives d'InfoRoute, pour développer les soins virtuels à travers le Canada et les efforts d'excellence en santé pour déplacer les soins plus près du domicile. Cette initiative de gestion du changement se concentre sur les fournisseurs et les équipes de soins, y compris les partenaires et leurs partenaires, les patients plutôt et leurs partenaires de soins essentiels pour améliorer les expériences des soins primaires et les résultats pour les patients en milieu communautaire. On s'attend à ce que le travail soit étendu à d'autres domaines cliniques. Ce programme lancé récemment fonctionnera avec 20 pratiques de soins primaires communautaires au Canada pour mettre en œuvre et évaluer des soins virtuels équitables et sûrs afin de répondre aux besoins des patients et de la collectivité et afin d'améliorer les expériences et les résultats pour à la fois les patients et les fournisseurs de soins. Nous savons aussi qu'offrir des soins plus près du domicile nécessite plutôt une meilleure intégration des services de santé afin de permettre une transition sécuritaire. L'une des organisations héritées d'excellence en santé avait été de mettre en place un projet collaboratif. Nous avons aidé 16 équipes à travers le Canada et Agui et Christine faisaient partie de cet effort de collaboration et donc nous avons mis en place des solutions basées sur des données probantes. Nous travaillons maintenant avec une équipe du Québec pour faire un projet étendu au Québec et nous soutenons leur travail avec des webinaires d'apprentissage et d'autres leçons apprises. Dans la collaboration originale, les équipes étaient encouragées à former des réseaux réunissant des établissements de santé avec des soins à domicile, mais aussi des soins primaires
des soins communautaires, afin de comprendre les relations et et les connexions nécessaires entre ces organisations pour que les transitions soient réellement sécuritaires. Tout cela s'est fait en collaboration avec des partenaires patients, des partenaires soignants, qui ont travaillé au sein d'équipes d'amélioration pour s'assurer que les améliorations soient ancrées dans l'expérience vécue des patients, des soignants et des communautés. Je vais maintenant remettre le micro à Christine et à Guy, qui vous parleront brièvement de leur travail qu'elles font sur Bridge to Home, à titre d'exemple de ce à quoi peut ressembler une amélioration significative pour eux à Providence Health. À vous. Merci beaucoup, Carole. Est-ce que vous m'entendez? Ça y est, je crois que ça fonctionne. Le bruit de fond est fini. Ouf! J'ai eu un peu peur, il y avait de l'écho. Moi, je viens des territoires de Qiqat, près de Colombie-Britannique, près de Vancouver, et je voudrais vous parler de notre expérience sur la collaboration Bridge to Home. L'objectif, comme vous l'a dit, c'était d'améliorer la transition des patients de l'hôpital à la maison ou à la collectivité grâce à l'utilisation d'un processus de libération du patient avec 4 formulaires. Un, la libération, les enseignements. Ensuite, nous avons demandé aux infirmières d'utiliser des principes d'apprentissage et après, il y avait un suivi des patients. Nous savions que nous avions des possibilités d'amélioration et nous voulions préparer donc nos patients pour cette transition. Et nous savons aussi que FCAS HEC avait une excellente feuille de route pour travailler avec des équipes afin de diffuser des pratiques innovantes. Donc, le soutien que nous avons reçu a pris différentes formes. Nous avions d'abord des ateliers, de la formation, du mentorat, du coaching. On avait Carole et son équipe qui étaient à notre disposition. On nous a présenté aussi d'autres équipes, comme ça nous pouvions apprendre de leurs erreurs peut-être. Et nous avons aussi reçu des ressources, ce qui était bien sûr très, très utile. Nous avions aussi beaucoup d'appels téléphoniques et de l'orientation vers les ressources lorsque c'était nécessaire. Donc, nous avions ce projet dans 2 unités. Et les résultats ont été remarquables. 60% des patients ont reçu, ont eu droit à ce service. 88% de ces patients ont déclaré que c'était utile, qu'ils étaient beaucoup mieux préparés lors de leur libération. Les patients se sentaient mieux préparés au moment de la sortie de l'hôpital et il y a une augmentation de l'expérience des patients qui ont dit que leur expérience était pratiquement 9 sur 10 ou même 10 sur 10. Donc tout cela prouve que c'était très, très utile. En novembre, nous allons publier cette expérience dans la revue spécialisée. Heu, ce projet continue dans les unités où il a été implémenté. Il faut savoir cependant que c'est un environnement qui change, qui est dynamique. Donc, au moment où nous avions fini notre programme de décharge, il y a eu donc un nouveau formulaire qui a été mis en place et ça a posé toutes sortes de problèmes. Donc, si vous voulez, ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Mais heureusement, Excellente en santé a été très, très utile, nous a aidés à saisir le formulaire PODS dans leur système et donc ils vont partager leur codage avec nous. Donc, nous sommes encore ravis et emballés de voir tous les avantages que peut avoir ce projet et nous espérons pouvoir continuer à l'élargir dans le reste de l'organisation. Je donne maintenant la parole à Christine pour qu'elle nous explique ce qu'elle a fait. Et je peux vous dire que la contribution de Christine a été hyper utile. Bonjour. Quelques mots sur moi. Je suis partenaire patient et famille et je fais du bénévolat depuis une dizaine d'années. J'ai été partenaire de soins de mon défunt mari Bill, qui avait à la fois la maladie d'Alzheimer, la démence et d'autres comorbidités, ainsi que de nombreuses opérations graves.
Au fil des temps, j'ai non seulement été son partenaire de soins, mais aussi son avocate pendant son parcours. Le projet PODS est un projet qui me tient à cœur, car je l'ai déjà dit, Belle a fait de nombreux séjours à l'hôpital. Et je dois avouer que nous n'avons pas vécu une bonne transition de l'hôpital à la maison. C'était notamment difficile lorsque sa démence avait évolué et il avait besoin de beaucoup plus de soins à domicile. Et ce n'était malheureusement pas toujours pris en compte dans le processus de sortie en place. Donc, ce système de libération des malades était donc en panne. Il fallait le réparer. Travailler à ce projet PODS était un moyen pour moi d'aider à mettre en œuvre le changement de manière positive. Et l'une des choses que j'ai le plus appréciées, c'était de faire partie de l'équipe PODS depuis le début. Cela signifiait que j'ai contribué à la rédaction de la proposition de la FCAS. J'ai aussi participé à toutes les réunions d'équipe. J'ai participé aux politiques, aux procédures et à la conception du matériel du projet PODS, ainsi que j'ai pu parler avec le personnel des deux unités concernées sur l'importance de cette transition. En d'autres termes, en tant que PFP, sur le projet PODS, il s'agissait d'une initiative entièrement collaborative et stimulante à laquelle j'ai pu participer. La FCAS ou HEC a soutenu notre équipe. Elle nous a fourni le financement et a fourni de l'aide grâce à des ateliers, du mentorat et des webinaires qui, par exemple, proposaient des stratégies de renforcement d'équipe et sur la façon de diffuser cette collaboration. Ces séances se faisaient via Zoom et offraient la possibilité de poser des questions à HEC ou à d'autres équipes qui participaient également au collectif. Excellente en santé a aussi offert de l'aide concrète grâce à des modèles de documents, par exemple le formulaire PODS, pour éviter qu'on parte de zéro. Je savais aussi que je pouvais contacter Excellence en santé avec toutes les questions que j'avais. J'ai été extrêmement fière d'avoir pu faire partie du projet POD, car c'est un moyen systématique pour les patients, les soignants et le personnel de s'assurer que les congés des patients soient réussis. Et comme vous pouvez le constater d'après nos présentations, ce projet représente une collaboration avec des prestataires de soins de santé, avec des patients et des familles partenaires, ainsi qu'avec Excellence Santé. Et en tant que tel, nous sommes tous devenus des alliés. Nous avons trouvé un meilleur processus de sortie qui est un grand, grand pas dans la bonne direction vers des soins axés sur le patient. Voilà. Merci beaucoup Christine et Guy. C'était vraiment inspirant d'écouter tout le travail que vous avez accompli et ce que cela signifie pour tous ceux qui reçoivent des soins ainsi que les proches aidants. Maintenant, nous aimerions vous contacter, nous aimerions dialoguer avec vous, c'est-à-dire comprendre, à votre avis, à quoi ressemblerait une amélioration significative de la transition plus proche du milieu de vie. Et donc, je remarque, que Laurie pose une question sur, le projet PODS. Je l'ai dit, nous avons travaillé avec, les innovants de Open Lab, au réseau universitaire d'hôpitaux et ce qui a été à l'origine de ce bon projet, c'est qu'il a été fait en collaboration et dès le début, c'est un test qui avait été fait en Ontario. Et donc, nous avons pu prendre des décisions très informées. C'est-à-dire que surtout ce qu'on a pu faire, c'est travailler sur des soins axés sur, le patient. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une amélioration significative? Donnez-nous votre point de vue. Qu'est-ce que c'est que des soins plus proches du milieu de vie? Je vais donner la parole à Christine et à Guy et peut-être leur poser la question. On a remarqué qu'avec la pandémie, il y a eu des problèmes d'inégalité. Et donc, quand on parle de soins équitables pour tous, qu'est-ce que cela signifie pour vous lorsqu'on pense à des soins axés sur le patient? Bon, pour moi, cela signifie remettre de l'humanité dans le système de soins et c'est-à-dire, voir, plus qu'un diagnostic, hein, voir un être humain, le considérer comme une personne.
les prestataires de soins ont besoin de demander au patient de quoi il a besoin pour que sa transition se passe bien. Donc, ça peut être, par exemple, les patients veulent que leurs médicaments, par exemple, soient prêts avant de quitter l'hôpital. Avec mon mari, ça a été, heu, fait ça prenait beaucoup de temps. Ça prenait beaucoup de temps de préparer toutes les pochettes, de médicaments. Mais aussi, on a fait un projet pilote d'un appel téléphonique de soutien, de suivi. Ça, c'est important. Moi, je crois que c'est important. Il faut qu'il y ait un suivi une fois que le patient a quitté l'hôpital, parce que souvent, ces patients, lorsqu'on leur posait la question, lors de cet appel, étaient contents et ça montre que le patient se sent rassuré. Le patient se dit: «Tiens, on s'inquiète de ma santé, quelqu'un s'occupe de moi, quelqu'un s'inquiète de mon expérience» et donc ça a été très, très bien d'avoir, une personne, au bout du téléphone, pas juste un enregistrement. Donc si c'est possible, je dirais que c'est quelque chose qu'il est facile de rajouter au plan parce que ça a eu beaucoup d'effets positifs. Donc, ce contact humain, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est le contact humain, il fait une énorme différence. Agui, quelques mots, que pensez-vous lorsqu'on on parle, de soins équitables, l'innovation dans la pratique? Bon, moi, je dirais que plus, j'étudie l'équité dans les soins de santé, plus, je me rends compte que des gens comme moi, je parle anglais, je communique bien, facilement, je peux me défendre. Ce projet a été très, très utile parce que il y avait beaucoup de patients qui ne parlaient pas l'anglais, qui ne vivent pas dans des conditions adéquates, qui ont d'autres problèmes. Pour eux, si vous voulez, on a un une assistante sociale qui les contacte, dans leur foyer et donc au foyer où ils se trouvent, il y a quelqu'un qui s'occupe, d'eux parce qu'au moment où le patient sort de l'hôpital, il n'a peut-être pas quelqu'un pour venir le chercher et l'accompagner. Donc ça, si vous voulez, c'était important. Il y a des gens qui ont plus d'obstacles que d'autres et c'est donc très important d'avoir quelqu'un qui les accompagne dans la transition. En ce qui me concerne, comme l'a dit Christine, j'aurais bien aimé que ce soit le cas lorsque mon père a été, congédié de l'hôpital. Ça aurait été formidable d'avoir, si vous voulez, ce projet, heu, de libération axé sur le patient. Parce qu'il y a eu plein, plein, plein d'obstacles à régler et à surmonter. Agui, pour revenir à ce que vous voulez dire, hein, l'une des beautés de ce formulaire, hein, c'est qu'il peut être, adaptable à toutes sortes de populations, de collectivités différentes. Si vous voulez, c'est un excellent tremplin et on peut le personnaliser, pas seulement dans le projet de collaboration, mais aussi au départ, en Ontario, ça avait été fait. Heu, on travaillait aussi avec, des populations différentes. Je voudrais remercier Tania de son commentaire. Tania, elle voudrait utiliser les normes de soins à titre de levier afin de transférer les ressources pour qu'elles passent à la collectivité. Et l'exemple que vous utilisez est excellent, pour ce qui est des commotions cérébrales, s'assurer que les ressources dont les gens ont besoin soient placées là où il faut, surtout lorsqu'ils passent, d'un institut de soins institutionnalisés à des soins à domicile. Donc ces normes seraient très utiles, mais après, si vous voulez, il faut un suivi dans les pratiques exemplaires, hein. Laurie a posé une question. L'accès à des services, pour femmes enceintes dans les collectivités éloignées.
Souvent, ce qui se passe dans nos projets de collaboration, c'est qu'on insiste sur, certaines innovations. Si vous voulez, on se limite à certains domaines, c'est-à-dire, soins virtuels, changement dans les soins primaires. Certaines de ces équipes peuvent se trouver dans des régions rurales et ensuite, cela aurait des répercussions sur la population que vous mentionnez, c'est-à-dire, les soins pour, femmes enceintes. Ça peut arriver, ça dépend des équipes, qui font une demande, ça dépend si l'équipe, est en état à son état de, préparation adéquat, et cetera. Est-ce qu'on peut avoir le formulaire? Quelqu'un demande le formulaire. Oui, l'université UHN, c'est-à-dire le réseau, euh, a tout un site web où il y a les liens que vous pouvez trouver utiles. Mais je vous promets que j'indiquerai le lien dans le clavardage. Agui et Christine, est-ce que vous voulez réagir aux commentaires que nous avons lus dans le clavardage? Oui, je vois. Ouais, ben, merci d'être à l'écoute. Je suis désolée d'entendre ce qui vous est arrivé. Donc, vous avez eu une chirurgie à Toronto, puis vous êtes retourné en Nouvelle-Écosse et vous n'avez pas eu droit à des soins à domicile. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment une impasse. Nous avons 13 systèmes de soins au Canada. Et qu'est-ce que cela signifie en matière de soins intégrés et la possibilité d'obtenir des soins dans différentes provinces? Est-ce que Excellence en santé peut faire des recommandations en matière de soins d'excellence? Écoutez, je sais qu'il y a beaucoup de conversations, euh, à Excellence en santé, mais aussi il y a des conversations qui se tiennent entre les ministères, de ministres de la santé ou sous-ministres dans les différentes provinces. Donc c'est peut-être un sujet qui peut être soulevé. Merci de votre commentaire. Christine Agui, vouliez-vous rajouter quelque chose? Ah, il y a une correction. On m'a refusé des soins à domicile à Toronto, pas en Nouvelle-Écosse. Donc ça, c'est une situation différente. Mais effectivement, le problème est le même et il pourrait être soulevé à des tables auxquelles nous participons, c'est-à-dire provinciales, territoriales, et éliminer certains de ces obstacles. Alors merci. Merci d'avoir mentionné ça. Christine et Agui, avez-vous quelque chose que vous aimeriez ajouter? Je voulais dire à notre public qu'on apprécierait que vous continuiez vos commentaires sur les améliorations significatives en matière de soins à domicile ou bien sûr, quelqu'un a remarqué accès. Oui, l'accès, c'est Robin qui en a parlé dans son message et peut-être que Christine? Oui, je voulais dire que le formulaire PODS, vous nous aviez donné un modèle, mais on l'a modifié. C'était moi-même et une autre partenaire patiente. On l'a fait avec le personnel de santé. Vous pouvez modifier le formulaire. Il suffit d'avoir le modèle de base. Après, on peut l'adapter pour qu'il réponde aux besoins spécifiques. Et on peut utiliser des mots et des termes qui sont plus faciles à comprendre pour les partenaires soignants ou proches aidants, parce que il faut que tout le monde puisse avoir son mot à dire sur la façon dont le formulaire devrait être rédigé. Oui, avant de le mettre, de faire l'implémentation, nous l'avons révisé. On a expliqué aux gens, est-ce que vous voulez le modifier? Il y a une personne qui nous a dit, moi, je ne peux pas toucher
à ce formulaire, il y a déjà trop de paperasserie, mais autrement, tous les autres ont dit que c'était bien. On nous avait dit qu'il y avait des icônes sur le formulaire, une petite icône qui disait symptômes, quels sont vos symptômes? Après, il y avait une icône, de quel médicament avez-vous besoin? Mais le partenaire patient a dit: «C'est très utile ces icônes, parce que même si votre anglais est limité, vous savez au moins que l'icône correspond à quelque chose». Et les gens des formulaires des systèmes de soins nous ont dit: «Non, on ne peut pas avoir des icônes, ça ressemble pas à un vrai formulaire d'hôpital». Et quelqu'un a répondu: «Justement, c'est pour ça que ça ressemble pas un formulaire d'hôpital». En fait, ça m'a fait sourire, parce que la santé, tout ce qui se passe dans la santé est conçu pour, le personnel, c'est-à-dire on utilise nos termes, on utilise des choses qui sont pratiques pour nous, mais on demande jamais à un patient: «Est-ce que ce formulaire vous convient?» Et en fait, ce projet PODS nous a permis de prendre du recul et de regarder, les formulaires et on s'est dit: «Tiens, il faut demander aux patients ce qu'ils en pensent». Évidemment, on a posé la même chose, la même question aux infirmières, aux assistantes sociales et cetera. Et donc, tout le monde était d'accord pour dire que les icônes devaient laisser. Pourquoi, fallait-il enlever les icônes? Mais tant qu'il n'y a pas ce type de conversation, ce type de collaboration, qui sait? Peut-être que les icônes auraient disparu et le formulaire aurait été moins utile. Donc, ça, c'était vraiment bien parce que, heu, on nous a dit on disait: «Oui, il faut que l'engagement soit axé sur, le patient». Et donc Christine et Kimberly faisaient partie de cela et disaient: «Oui, il faut faire ça, on voudrait participer à ceci, ou on veut assister à l'atelier» et cetera. Donc en fait, ça a fait une grande, grande différence. Et puisque j'ai le micro, je dirais que l'une des parties les plus utiles, ça a été d'avoir Christine. Et tous les partenaires de patients ne sont pas aussi à l'aise. Elle est allée directement heu, dans le service pour parler à des infirmières, hein, et il leur a dit: Ça, ce serait un bon processus de libération d'un hôpital, surtout pour quelqu'un qui a de la démence. Moi, j'ai besoin d'être informé, a-t-elle dit. Moi, j'ai trouvé que c'est bien. C'est bien lorsque on a le point de vue d'un patient qui nous dit: Ça fonctionne super bien, ça fonctionne pas du tout». Donc ça, je dirais le fait qu'elle soit venue, directement dans le service, hein, ça a été très bien. Bon, évidemment, il y avait la covid, mais maintenant il y a peut-être, Zoom. Je dois dire, que cette interaction a joué un rôle très, très positif. Merci Eggy et Christine, merci encore. J'estime que l'expérience que vous venez de partager avec nous montre ce que c'est qu'un projet en réelle collaboration. Christine, c'est vrai qu'il faut qu'il fonctionne pour tout le monde, hein. Il faut que tout le monde puisse comprendre les différents points de vue qui doivent être intégrés et surtout ce à quoi cela ressemble du côté d'un proche aidant, mais aussi du côté du personnel. Parce qu'ils ont du travail à gérer, qu'est-ce qui peut fonctionner pour eux également? Et c'est lorsqu'il y a une convergence qu'on arrive à voir des changements et des améliorations. Alors encore un grand merci pour ça. Je vois que nous avons pratiquement atteint le la conclusion de cet atelier. Encore merci à Christine et à Guy. Merci au public. Merci d'avoir écouté notre webinaire pour essayer de d'identifier des soins plus proches du milieu de vie et sécurité des transactions. Et donc sur, la diapo, on vous montre comment vous pouvez consulter notre stratégie, vous pouvez vous joindre aux conversations et surtout vous inscrire peut-être à la semaine nationale de la sécurité des patients qui aura lieu à la fin du mois. Et vous savez que le thème de cette année, c'est: «Qui sait?» Les partenaires de soins essentiels le font, on mettra l'accent sur le rôle essentiel que jouent les soignants dans les soins de leurs proches. Et comme on l'a vu au début de la pandémie, on a vu des effets néfastes de leur absence sur les patients, sur les résidents, mais aussi sur les soignants et prestataires de soins. Nous sommes impatients de pouvoir, travailler avec des partenaires comme vous, à travers le pays pour réaliser notre objectif, commun des soins de qualité, hein, et la sécurité. Merci encore et bonne fin de journée.
Merci Carole. Au revoir.